Un roi sans royaume? Une couronne mais sans aucun pouvoir? Ça peut paraître fou, mais c'est pourtant exactement le point de départ de notre histoire. On va décortiquer ensemble cette transformation incroyable de la monarchie française qui s'est étalée sur des siècles. Comment au juste est-elle passée d'un titre presque vide de sens à un pouvoir absolu? C'est ni plus ni moins que l'histoire de la naissance d'une nation. Et cette question, elle n'a rien d'une hypothèse. C'était la dure réalité pour les tout premiers rois de France. C'est vraiment le défi fondamental qu'ils ont dû surmonter pour réussir à forger leur autorité. Allez, on plonge dans cette histoire. On se téléporte en l'an 987. Un nouveau roi vient de monter sur le trône, mais sa couronne, elle est bien plus lourde que son pouvoir réel. Donc, en 987, un certain Hugues Capet est désigné roi par les grands seigneurs du royaume. Il fonde alors une nouvelle dynastie, les Capétiens, qui vient remplacer les fameux Carolingiens de Charlemagne. Mais attention, être roi à cette époque, ça ne veut pas du tout dire ce qu'on imagine aujourd'hui. Et voilà le point crucial. Le pouvoir d'Hugues Capet, en réalité, il est surtout symbolique. Son autorité, elle vient du sacre, cette grande cérémonie religieuse qui fait de lui l'élu de Dieu. C'est important, bien sûr, mais dans les faits, concrètement, la vraie puissance militaire et économique, ce sont les ducs et les comtes du royaume qui la détiennent. Alors, comment un roi qui n'est qu'un symbole peut-il acquérir un pouvoir bien réel? Eh bien, la première étape, elle est très concrète, très terre-à-terre. Il s'agit de posséder la terre. Ce territoire qui appartient en propre au roi, ça s'appelle le domaine royal. C'est la seule zone où le roi n'est pas une figure lointaine, mais le seigneur direct. Le problème, c'est qu'au début, ce domaine est minuscule. Il se limite à Paris et à ses alentours. C'est tout. Regardez un peu cette progression. On part d'une toute petite région autour de Paris en 987 et au fil des siècles, le domaine s'étend de manière absolument spectaculaire. Pour y arriver, les rois capétiens ont utilisé deux grandes stratégies. Les mariages, très stratégiques pour hériter de terres, et bien sûr, la guerre. Forcément, cette expansion a créé des situations incroyablement complexes. Prenons l'exemple du roi Philippe Auguste. Son plus grand rival, qui était aussi paradoxalement son plus grand vassal, n'était autre que le roi d'Angleterre, Jean sans Terre. Et ça illustre parfaitement le casse-tête du système féodal. Jean sans Terre est un roi, un vrai souverain, mais en Angleterre. Pour ses immenses territoires en France, comme la Normandie ou l'Aquitaine, il est techniquement le vassal de Philippe Auguste. Il doit donc lui prêter allégeance. On imagine bien que cette situation était une véritable poudrière. Le conflit était donc inévitable. Philippe Auguste va alors utiliser son autorité de suzerain. Il déclare Jean vassal déloyal. Il lui fait la guerre et il confisque purement et simplement toutes ses terres en France. Un coup de maître, vraiment, qui a permis d'agrandir le domaine royal d'un seul coup. La monarchie devenait donc de plus en plus forte, c'est certain. Mais son plus grand test, son plus grand défi, était encore à venir. Un conflit qui allait durer plus d'un siècle et qui a bien failli faire disparaître la couronne de France. Alors comment tout ça a commencé? Avec une crise de succession en 1328. C'est le scénario classique. Le roi de France meurt et il n'a pas de fils. Deux candidats se présentent. D'un côté, son cousin français, Philippe VI, qui est finalement choisi, mais de l'autre, il y a son neveu, qui n'est autre que le roi d'Angleterre, Édouard III. Lui aussi veut le trône par sa mère. Sauf que les seigneurs français lui disent « Ah non, pas question ». Ils invoquent une règle qui dit qu'en France, la couronne ne se transmet pas par les femmes. C'est l'étincelle qui va déclencher la guerre de 100 ans. Cette guerre a été incroyablement longue et brutale. Elle a failli détruire le royaume. Il y a même eu un moment où le roi d'Angleterre a été officiellement déclaré héritier du trône de France. L'héritier légitime, Charles VII, s'est retrouvé déshérité. Et c'est dans ce moment de désespoir quasi total qu'une jeune paysanne fait son apparition, Jeanne d'Arc. L'année 1429, c'est le tournant. Jeanne d'Arc mène l'armée française à une victoire absolument éclatante au siège d'Orléans. Cette victoire a ravivé la flamme, elle a relancé la cause française et a mené directement au couronnement de Charles VII, ce qui a renforcé sa légitimité. C'est un moment clé parce que pour la première fois, cette guerre va forger un vrai sentiment d'identité française face à un ennemi commun. Passons à la suite. Une fois sorti victorieux de la guerre, le roi est plus puissant que jamais. Mais pour gouverner un royaume qui est de plus en plus grand et unifié, il lui faut plus que des terres ou une légitimité. Il lui faut les outils d'un État moderne. L'autorité du roi s'étend alors bien au-delà de son domaine. Il peut faire des lois qui s'appliquent à tout le royaume. Sa justice s'impose à tous. Et il nomme des représentants, les baillis et les sénéchaux, pour affirmer son pouvoir localement. Chaque mesure, en fait, vient grignoter l'autorité des seigneurs féodaux. Et surtout,
point crucial, il dispose maintenant d'une armée permanente. Un outil de pouvoir incroyable qui ne dépend plus du bon vouloir de ses nobles. Oui, mais voilà, une armée permanente, une administration qui grandit, tout ça s'accompagne d'un problème très moderne. Il faut de l'argent pour financer tout ça. Et pas juste une fois, mais en permanence. Le roi a donc dû créer de nouveaux outils financiers. Des impôts nationaux permanents sont mis en place, comme la fameuse gabelle sur le sel ou la taille, un impôt direct. Il va aussi affirmer son pouvoir économique en créant une monnaie royale unique qui va petit à petit remplacer les dizaines de monnaies différentes que chaque grand seigneur frappait dans son coin. Ça a permis d'unifier l'économie sous son contrôle. Bon, prenons un instant pour prendre un peu de recul et regarder l'incroyable transformation qui s'est opérée entre le Xe et le XVe siècle. Le chemin parcouru est juste immense. On a commencé avec un roi qui était, en gros, le premier parmi ses pairs, un noble choisi par d'autres seigneurs bien plus puissants que lui. Et on termine avec un souverain qui est à la tête d'un État centralisé, avec une armée nationale, un système d'impôt national et des lois qui s'appliquent à tout le monde. Mais il faut bien voir que toute cette transformation repose sur une sorte de compromis fondamental. Ce processus, il a créé une France plus stable, plus sûre, c'est un fait. Mais il a aussi concentré un pouvoir immense entre les mains d'une seule personne. Et ça nous laisse avec une question qui, elle, est intemporelle. Lorsqu'un État centralise le pouvoir au nom de la sécurité, que gagne son peuple et que risque-t-il de perdre en échange ?